face avec le temps. Je cherche l'or du temps. Dernière petite carte de visite post-mortem de Breton. Le surréalisme vous introduira dans la mort, qui est une société secrète. Il gantera votre main, y ensevelissant le M profond, par quoi commence le mot mémoire. Qui lit quoi? Qui est capable de lire quoi? Qui fait semblant de lire? Si on n'a pas en soi une pulsion de liberté, on lit rien. Moi, j'ai découvert des bouquins comme ça. C'est venu, c'est Breton que j'ai pris, ou Bataille, ou Rimbaud, ou Lautréamont, ou Sade. C'est pas parce que j'aimais lire. C'est parce que je trouvais le monde insensé autour de moi, l'ennui profond et organisé comme tel, et que ces mots que je lisais là me parlaient directement de mes désirs, de ce que j'avais envie de vivre de façon plus ou moins hallucinée. J'avais envie que les rues vivent, par exemple. Voilà. Si on aime marcher beaucoup en se demandant ce qu'on fait en train de marcher, on peut lire Breton. Sinon, c'est pas la peine. Il faut s'attendre à des rencontres ou s'imaginer qu'il va se passer quelque chose, que quelque chose va arriver. Être dans l'état de la plus grande disponibilité possible pour que quelque chose vous appelle à sortir de votre sommeil, de votre connerie, de vos préjugés. Breton, c'est une certaine idée, c'est jusqu'au bout, de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment très précis de l'histoire, pas seulement de France, mais de l'histoire mondiale. Liberté et histoire. Si on ne fait plus d'histoire, si on déclare que l'histoire est finie, on peut commémorer dans le désordre, tout le monde, avec tout le monde, en alignant des noms, quelles que soient les dates, et en faisant de toute chose une sorte de pot pourri esthétique ou spiritualiste qui arrange tout le monde finalement. À ce moment-là, on oublie les contextes. Et on a intérêt à les oublier parce que ça permet d'évacuer tout ce qui était sinistre, sanglant, épouvantable, invivable dans l'histoire humaine. Il y a un type qui s'appelle André Breton, qui avec d'ailleurs un ami qui s'appelle Louis Aragon, se retrouve au Val-de-Grâce, ils sont médecins. Ils viennent d'assister à la boucherie de la guerre 14-18. Moment extrêmement important où la France saignait de partout, va produire un certain nombre de réponses à ce massacre. Pas seulement des réponses historiques, mais des réponses aussi d'écrivains, des réponses plastiques, de peinture, de sculpture, d'architecture, de cinéma. À partir de là, toute une aventure profondément inscrite dans l'histoire, et tellement inscrite dans l'histoire qu'immédiatement la politique directe va s'en mêler, puisqu'il y a eu une révolution, paraît-il, à Moscou, Moscou la gâteuse, comme disait Aragon, avant de se convertir, et qu'il n'y aura pas de différence entre l'activité poétique, philosophique, existentielle de ces gens qui vont découvrir une nouvelle réalité, à la fois dans la rue, dans leur vie privée, dans le rêve, parce qu'il y a Freud aussi qui est là, et dans le fait qu'ils vont essayer de transformer la poésie en action concrète, vivre selon ce qu'on appelle la poésie, tout ça, avec beaucoup de questions qui vont se poser, mais sur un terrain de combat.
Breton est un homme de combat qui n'hésitera jamais à couper des têtes autour de lui, à rejeter les différentes prises qui pourraient signifier un moins de liberté à ce qu'il souhaite être un mouvement surréaliste, le mot vient d'Apollinaire, mais enfin, manifeste du surréalisme 1924, premier texte admirable de Breton. Et à partir de là, c'est toute une histoire. Donc, commémorer Breton n'a aucun sens si on n'étudie pas précisément les dates. 1919, 1924, manifeste du surréalisme. Sur le modèle manifeste communiste, bien entendu. Si on n'étudie pas 1928, ce que veut dire un livre comme Nadja à ce moment-là, hein, qu'est-ce qu'il apporte comme récit de fascination pour l'hystérie, la folie, qui est prise là dans une sorte de promotion poétique et qui est un des admirables récits de Breton. Alors, Breton vit, si on considère ce que peut être ou pas la liberté dans l'histoire, c'est tout. Février 1896, naissance de André Breton. Février 1996, soirée André Breton sur Arte. Pour commencer, Breton par Breton, ses images, sa voix. Ensuite, L'âge d'or, le film manifeste, le film surréaliste par excellence. L'âge d'or, un film de Luis Buñuel et Salvador Dali. Après l'âge d'or, comment est né ce film? Le scandale de l'âge d'or, l'interdiction de l'âge d'or par la censure, c'est Souvenir de l'âge d'or. Hommage à une grande figure du surréalisme belge, Marcel Marienne, images et extraits de son unique film, L'imitation du cinéma, un des rares films qui peut se réclamer de l'âge d'or. Et pour finir la soirée, gros plan sur Salvador Dali par Pierre Cardinal, un film interdit à la télévision pendant plus de 30 ans. Vous savez qu'il est assez difficile de remonter le cours de sa propre sensibilité. On voit bien ce qu'on est devenu au cours de la vie, quels événements ont marqué. Mais ce qui se dérobe toujours, ce qui reste plus ou moins voilé, c'est ce qui a pu catalyser ces événements. C'est ce quelque chose qui a fait que la vie mentale a pris telle ou telle tournure. Comme certains occultistes l'ont fait observer, la lumière ou le feu est indispensable à la production de certaines opérations chimiques, et pourtant la formule qui rend compte de telles opérations omet de parler de ce feu, de cette lumière, sans quoi rien ne s'effectuerait.
Reguleer de tjern. Kajna gooti tewtaput. Gootjeka villutu tjene ullagi. Gootjeka villutu tjene ullapunga. Imensi. La découverte du musée Gustave Moreau quand j'avais 16 ans a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. La beauté, l'amour, c'est là que j'en ai eu la révélation à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le type de ces femmes a probablement caché tous les autres. Ça a été l'envoûtement complet. Les mythes, ici réattisés comme nulle part ailleurs, ont dû jouer. Cette femme qui, presque sans changer d'aspect, tour à tour Salomé, Hélène, Dalila, la chimère, Sémélé, s'impose comme leur incarnation indistincte. Elle tire d'eux son prestige et fixe ainsi ses traits dans l'éternel. Que dirait-il, mon Dieu, pour la réalité? Que dirait-il? 1913, vous aviez donc 17 ans. Je crois qu'à cette époque, vous suiviez les cours du PCN, vous destinant à la réflexion médicale, n'est-ce pas? Oui, mais il faut bien reconnaître que c'est là pure et simple alibi. En vérité, pour moi, la sollicitation est ailleurs. Ma présence physique sur ces bancs d'amphithéâtre ou à ces tables de laboratoire est loin d'impliquer la même présence de l'esprit. Et pourtant, le démon qui me possède alors n'est aucunement le démon littéraire. Je ne brûle pas de l'envie d'écrire, de me faire, comme on dit, un nom dans les lettres. Je suis, à cet âge, l'objet d'un appel diffus. J'éprouve entre ces murs un appétit indistinct pour tout ce qui a lieu au dehors, là où je suis contraint de ne pas être, avec la grave arrière-pensée que c'est là, au hasard des rues, qu'est appelé à se jouer ce qui est vraiment relatif à moi, ce qui me concerne en propre, ce qui a profondément à faire avec mon destin. Même plus ou moins voilés, les désastres du début, les sombres perspectives de la guerre de tranchées, l'issue incertaine du conflit entraînait un état d'âme où la résignation trouvait difficilement place. Mais à quelle source donc le poète que vous étiez alimentait-il son esprit? Ma première réaction cohérente avait été de me tourner vers ceux que je croyais en mesure de faire entrer quelques lumières dans cette fosse aux murènes. Soit d'abord vers ceux qui avaient parlé haut ou loin jusqu'alors, et que raisonnablement on pouvait tenir pour les plus aptes à dominer la situation. Quels déboires aussitôt! Qui se trouverait aujourd'hui le courage de relire les articles que purent alors commettre les Barrès ou les Bergson? Il n'y avait rien là qui s'élevât au-dessus du niveau d'expression d'une presse mercenaire qui fût susceptible de me faire prendre ma condition même en patience. Le nationalisme n'avait jamais été mon fort. Comment, dans ces conditions, n'aurais-je pas été tenté de demander secours au poète? Que pensait-il de l'effroyable aventure? Pour moi, il y avait alors un homme dont le génie poétique m'éclipsait tous les autres, faisait à tout instant point de mire. C'était Guillaume Apollinaire. L'amour s'en va comme cette eau courante. C'était un très grand personnage, en tout cas comme je n'en ai plus vu depuis. Assez hagard, il est vrai. Le lyrisme en personne. Il traînait sur ses pas le cortège d'Orphée. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
vienne la nuit, sonne l'heure. Apollinaire allait de l'avant, quitte à donner parfois dans l'envers du décor. Je l'aimais, je persiste à l'honorer grandement comme tel. Il fut un voyant considérable. Devant l'effroyable fait de guerre, Apollinaire avait réagi par une volonté de plonger dans l'enfance, de réanimisme à tout prix, qui était très loin d'être le talisman espéré. J'estime qu'en sa personne, la poésie avait été incapable de surmonter l'épreuve. Elle se trouvait à mes yeux frappée d'insuffisance. C'est sans doute ce qui allait me rendre très attentif à un message d'ordre tout différent. Vous voulez sans doute parler de Vacher. Oui, s'il est une influence qui est jouée à plein sur moi, c'est la sienne. D'abord, par lui, tout était bravé. Devant l'horreur de ces temps, à quoi je n'avais encore vu opposer autour de moi que réticence et murmures, il m'a paru comme le seul être absolument indemne, le seul qui eût été capable d'élaborer la cuirasse de cristal tenant à l'abri de toute contagion. Nous nous sommes rencontrés dans un hôpital de Nantes où je faisais fonction d'interne et où il était en traitement. Ceci nous reporte au premier mois de 1916. Il me frappa tant par le caractère très étudié de sa contenance que par le ton ultra dégagé de ses propos. L'énormité de ce qui se passait et, si l'on peut dire, de ce qui se pensait communément alors, le mettait dans une aise extraordinaire. En la personne de Vacher, un principe d'insubordination totale en grand secret minait le monde, réduisant ce qui prenait alors toute importance à une échelle dérisoire, désacralisant tout sur son chemin. L'art lui-même n'était pas épargné. Nous n'aimons ni l'art ni les artistes, proclamait Jacques Vacher, qui, tout au plus, jugeait permis de former la sensation personnelle à l'aide d'une collision flamboyante de mots rares, ou bien mieux, de dessiner des angles ou des carrés nets de sentiments. Il va sans dire que Vacher manifestait au sujet de Rimbaud la plus grande intolérance, mais là, son pouvoir sur moi cessait de jouer. La vertu d'une œuvre ne se manifeste que très secondairement dans les plus ou moins savantes exégèses auxquelles elle donne lieu. Elle réside avant tout dans l'adhésion passionnée qu'en nombre sans cesse croissant lui marque d'emblée les jeunes esprits. Ce qui compte, selon moi, est rien autre. C'est cet instant décisif de l'approche où la vie, telle qu'elle était conçue jusque-là, change de sens, s'éclaire brusquement d'un nouveau jour. Au départ, il ne s'agit pas de comprendre, mais bien d'aimer. Du moins, toutes les lacunes de compréhension sont-elles sans importance, à supposer qu'elles ne soient pas les bienvenues, pour que s'y épanchent sans obstacle les rayons du cœur, comme les clairières dans les bois. Tout mon besoin de savoir était concentré et était braqué sur Rimbaud. J'étais comme sous le coup d'un envoûtement. Ce qui put, un peu plus tard, y apporter un dérivatif, c'est le changement d'affectation qui, du jour au lendemain, me fit assistant du docteur Raoul Leroy au centre psychiatrique de la 2e armée à Saint-Dizier. Étaient dirigés sur ce centre les évacués du front pour troubles mentaux, dont nombre de délires aigus. Le séjour que j'ai fait en ce lieu et l'attention soutenue que j'ai portée à ce qui s'y passait ont compté grandement dans ma vie et ont eu sans doute une influence décisive sur le déroulement de ma pensée. C'est là, bien que ce fût encore très loin d'avoir cours, que j'ai pu expérimenter sur les malades les procédés d'investigation de la psychanalyse, en particulier l'enregistrement, aux fins d'interprétation des rêves et des associations d'idées incontrôlées.
C'est dans nos premières rencontres avec Soupeau et Aragon que réside l'amorce de l'activité qui, à partir de mars 1919, devait opérer ses premières reconnaissances dans littérature, très vite faire explosion dans Dada, et avoir à se recharger de fond en comble pour aboutir au surréalisme. J'avais rencontré Louis Aragon à la librairie d'Adrienne Monnier, la maison des Amis du Livre, rue de l'Odéon. J'avais connu Philippe Soupeau par Apollinaire. L'admiration élective que nous lui portions l'un comme l'autre avait été la base de notre rapprochement. Je suis arrivé au Café Flore, là il y avait des gens étonnants, il y avait Dufy, il y avait Derain, il y avait Riverdy, il y avait Sandrard, il y avait Mac Jacob qui bavardait. Et puis, il y avait un grand jeune homme en uniforme bleu, et Apollinaire, de son ton de prophète qu'il aimait, dit « C'est André Breton, je veux que vous allez devenir des amis. » Et en effet, nous sommes devenus des amis, et Breton et moi, nous avons quitté les bavardages de Mac Jacob, pendant que Apollinaire finissait son picon citron. Nous sommes partis et nous avons commencé à parler de poésie. C'est comme ça que j'ai rencontré André Breton, qui à ce moment-là était un grand jeune homme, timide. Timide. Il était timide. Et d'autre part, un peu aussi comme moi, nous étions déjà bouleversés. Il y avait une chose qui se passait et nous voulions savoir, mais nous n'arrivions pas à le savoir parce qu'il y avait une censure effroyable, c'était la révolution russe. C'était le commencement et nous ne savions rien et nous voulions savoir. C'est comme ça que j'ai connu André Breton. Ce qui se prête bien mieux à notre réunion, c'est la pièce presque nue où nous reçoit Pierre Reverdy, généralement le dimanche. Il habite au haut de Montmartre, rue Cortot, à quelques pas de la rue des Saules. L'étonnant climat qui règne ici, rien ne peut en donner idée, comme cette admirable phrase de Reverdy lui-même qui ouvre la lucarne ovale. En ce temps-là, le charbon était devenu aussi précieux et rare que des pépites d'or, et j'écrivais dans un grenier où la neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue. Une telle façon de dire n'a pour moi rien perdu de son enchantement. Instantanément, elle me réintroduit au cœur de cette magie verbale qui, pour nous, était le domaine où Reverdy opérait. Avec lui, les sujets de controverse ne manquaient pas. Bon nombre de nos préoccupations nous étaient d'ailleurs suggérées par la découverte récente de Lautréamont qui nous avait transportés. Rien, pas même Rimbaud, ne m'avait agité à ce point. Aujourd'hui encore, je suis absolument incapable de considérer de sang-froid ce message fulgurant qui me paraît excéder de toutes parts les possibilités humaines. Pour savoir jusqu'où pouvait aller notre exaltation à son propos, il n'est que de se rappeler ces lignes de Soupeau. Ce n'est pas à moi, ni à personne, entendez-vous, messieurs, qui veut mes témoins, de juger, monsieur le comte. On ne juge pas, monsieur de Lautréamont. On le reconnaît au passage et on salue jusqu'à terre. Je donne ma vie à celui ou à celle qui me le fera oublier à jamais. Cette déclaration, en forme de pacte, sans hésitation, je l'aurais contresignée. L'important est que les aptitudes particulières que je me découvre lentement ici bas ne me distraient en rien de la recherche d'une aptitude générale qui me serait propre et ne m'est pas donnée. Par-delà toutes sortes de goûts que je me connais, d'affinités que je me sens, d'attirances que je subis, d'événements qui m'arrivent et n'arrivent qu'à moi, par-delà quantité de mouvements que je me vois faire, d'émotions que je suis seule à éprouver, je m'efforce, par rapport aux autres hommes, de savoir en quoi consiste, sinon à quoi tient, ma différenciation. N'est-ce pas dans la mesure exacte où je prendrai conscience de cette différenciation que je me révélerai ce qu'entre tous les autres je suis venu faire en ce monde, et de quel message unique je suis porteur pour ne pouvoir répondre de son sort que sur ma tête. Ce sur quoi l'attention demande à être attirée une fois pour toutes,
c'est que dans ses numéros d'octobre à décembre 1919, Littérature publie, sous ma signature et celle de Soupeau, les 3 premiers chapitres des Champs magnétiques. Incontestablement, il s'agit là du premier ouvrage surréaliste et nullement dada, puisqu'il est le fruit des premières applications systématiques de l'écriture automatique. Cet ouvrage est déjà achevé depuis plusieurs mois. La pratique quotidienne de l'écriture automatique, il nous est arrivé de nous y livrer 8 ou 10 heures consécutives, a entraîné de notre part des observations d'une grande portée, mais qui ne se coordonneront et ne tireront pleinement à conséquence que par la suite. Ainsi naquit Dada, d'un besoin d'indépendance, de méfiance envers la communauté. Ceux qui appartiennent à nous gardent leur liberté. Nous ne reconnaissons aucune théorie. Nous avons assez des académies cubistes et futuristes, laboratoires d'idées formelles. Fait-on l'art pour gagner de l'argent et caresser les gentils bourgeois? Le dadaïsme, comme tant d'autres choses, n'a été pour certains qu'une manière de s'asseoir. Donner sa vie pour une idée, dada ou celle que je développe en ce moment, ne saurait prouver qu'en faveur d'une grande misère intellectuelle. Les idées ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont, à concurrence pour moi de déplaisir ou de plaisir, bien dignes encore de me passionner dans un sens ou dans l'autre. Pardonnez-moi de penser que, contrairement aux lierres, je meurs si je m'attache. Je ne puis que vous assurer que je me moque de tout cela et vous répéter « Lâchez tout, lâchez Dada, lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse, lâchez vos espérances et vos craintes, semez vos enfants au coin d'un bois, lâchez la proie pour l'ombre, lâchez au besoin une vie aisée, ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir, partez sur les routes. » Les expériences de sommeil, bien qu'antérieures à la publication du premier manifeste, font partie intégrante de l'histoire du mouvement surréaliste. Quiconque ne se sera pas lui-même cherché dans cette voie aura toutes les peines à se la représenter avec quelque exactitude. Voie mystique, sans doute, et de laquelle il serait vain jusqu'à nouvel ordre de vouloir parler en termes de raison. Votre ambition n'était pas cependant d'ordre poétique. Quelles sont donc ces entraves que vous vouliez briser, ces limites qui paralysaient votre action? Ces entraves étaient de l'ordre de la logique. Le rationalisme le plus étroit veillait à ne rien laisser passer, les pires de toutes. Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Nous nous refusions à la tenir pour la voie du bon sens, mais bien plutôt pour celle du sens commun le plus éculé. Dans ce sens critique qu'on nous avait appris à cultiver à l'école, nous étions d'accord pour voir l'ennemi public numéro 1. Sans doute, mais qu'opposiez-vous donc à ce sens critique? Mais l'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible de le raviver au souvenir de l'enfance. On ne peut plus à contre-courant en violente réaction contre l'appauvrissement et la stérilité des modes de pensée, qui étaient l'aboutissement de plusieurs siècles de rationalisme. Nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire.
Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. C'est de très mauvaise foi qu'on nous contesterait le droit d'employer le mot surréalisme dans le sens très particulier où nous l'entendons, car il est clair qu'avant nous, ce mot n'avait pas fait fortune. Je le définis donc une fois pour toutes. Surréalisme non masculin. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Dès 1924, le surréalisme se voit dresser un acte de naissance officiel. C'est aussi à partir de là que s'ouvre l'ère des scandales. Parmi nous, en effet, les esprits sont loin d'être au calme. Les années 24 et 25, qui sont celles où le surréalisme se formule et s'organise, seront sans doute, avec les années 30 et 31, celles qui nous trouveront les plus activement rebelles à tout conformisme et résolument les plus insociables. Le monde où nous vivons nous fait l'effet d'être totalement aliénés. Nous révoquons d'un commun accord les principes qui le mènent. C'est surtout à l'ensemble des concepts auxquels il est convenu d'attacher une valeur sacrée que nous en avions, au premier rang desquels figurent ceux de famille, de patrie et de religion. Mais nous n'en acceptions pas ceux de travail, ni même d'honneur, au sens le plus répandu du terme. Nous sentions qu'un monde révolu et courant à sa perte ne parvenait à se prolonger qu'en renforçant ses tabous et en multipliant ses contraintes, et nous étions radicalement pour nous y soustraire. Mais cela n'eût encore été que passif. En vérité, une volonté de subversion générale nous possédait. Il faut bien comprendre cela si l'on veut que les mots « la révolution surréaliste » prennent tout leur sens et cessent de paraître hyperboliques, comme de l'extérieur il paraissait alors. Durant une certaine période, nous allons en quelque sorte user de réciprocité à l'égard d'un monde qui nous scandalisait. Nous étions, nous, en posture d'agression. Au reste, certains propos de Lautréamont, de Rimbaud, d'un caractère impérieux, se détachaient comme en lettres de feu de leur message. Ils constituaient pour nous de véritables mots d'ordre, et ces mots d'ordre, nous entendions ne pas surseoir à leur exécution. Eu égard à une fausse interprétation de notre tentative stupidement répandue dans le public, nous tenons à déclarer ce qui suit à toute l'annonante critique littéraire, dramatique, philosophique, exégétique et même théologique contemporaine. Premièrement, nous n'avons rien à voir avec la littérature, mais nous sommes très capables au besoin de nous en servir comme tout le monde. Deuxièmement, le surréalisme n'est pas un moyen d'expression nouveau ou plus facile, ni même une métaphysique de la poésie. Il est un moyen de libération totale de l'esprit et de tout ce qui lui ressemble. Troisièmement, nous sommes bien décidés à faire une révolution. On ne peut pas savoir pourquoi d'un groupe de 6 ou 10 personnes, un se détache. Et ça a été le cas de Breton, il s'est détaché immédiatement. Il n'y a pas eu de doute que... Il y a une question de caractère aussi. Il avait l'ambition sans la connaître, sans le savoir. Mais cette ambition s'est immédiatement réalisée. Il a pris sa place et les autres ont dû suivre, ou du moins accepter sa tutelle, pour ainsi dire, dans la conduite des idées. Est-ce que c'était justement une prédominance intellectuelle? Pas énorme, parce qu'au point de vue intellectuel, ils étaient tous au même niveau. Vous comprenez, un homme comme Aragon, un homme comme Éluard était à son niveau. Mais il y avait l'homme, c'est-à-dire l'homme de tous les jours, qui veut monter, qui veut s'imposer.
J'ai pensé toujours à un lion. Et il ne portait pas les cheveux trop longs à cette époque, n'est-ce pas? Quelquefois un peu trop courte, je trouvais. Mais cette tête, ce profil, cette allure qu'il avait, je le voyais toujours dans un film, comme un roi, comme un général, quelqu'un qui dirige les choses, n'est-ce pas? Alors j'essaie de saisir cet aspect. Seulement, André n'était pas trop content avec mes photos. Il disait que c'était trop joli, un peu. Il aimait mieux une photo faite par un photographe quelconque, même une photo de passeport, n'est-ce pas? Alors moi je dis, c'est pas la photo qui est jolie, c'est le sujet qui est trop joli. Bien peu de temps s'était encore écoulé depuis qu'Antonin Artaud nous avait rejoints. Mais nul n'avait mis plus spontanément au service de la cause surréaliste tous ses moyens qui étaient grands. Peut-être Artaud était-il en beaucoup plus grand conflit que nous tous avec la vie. Beau comme il était alors, il entraînait avec lui un paysage de roman noir tout transpercé d'éclairs. Il était possédé par une sorte de fureur qui n'épargnait pour ainsi dire aucune des institutions humaines, mais qui pouvait à l'occasion se résoudre en un rire où tout le défi de la jeunesse passait. N'empêche que cette fureur, par l'étonnante puissance de contagion dont elle disposait, a profondément influencé la démarche surréaliste. Elle nous a enjoint, autant que nous étions, de prendre véritablement tous nos risques, d'attaquer nous-mêmes sans retenue ce que nous ne pouvions souffrir. De la nuit noire. Et tu crèves! Sous l'impulsion d'Artaud, des textes collectifs d'une grande véhémence sont à ce moment publiés, alors que les papillons surréalistes qui étaient partis 2 ou 3 mois plus tôt du bureau de recherche semblaient encore hésiter sur le chemin à prendre, poésie, rêve, humour. Brusquement, ces textes sont pris d'une ardeur insurrectionnelle. Tel est le cas de la déclaration du 27 janvier 1925, de celle qui s'intitule « Ouvrez les prisons, licenciez l'armée », des adresses au pape et au Dalaï Lama, des lettres aux recteurs des universités européennes et aux écoles du Bouddha, de la lettre au médecin-chef des asiles de fous. Le tournant politique n'est pas loin. Dans le texte liminaire au numéro 4 de la Révolution surréaliste figure une phrase dans laquelle aujourd'hui je me retrouve assez bien. Dans l'état actuel de la société en Europe, nous demeurons acquis au principe de toute action révolutionnaire, quand bien même elle prendrait pour point de départ la lutte des classes, et pourvu seulement qu'elle mène assez loin. À cette époque, je suis amené à rouvrir tout grand le débat. L'occasion m'en est fournie par un compte-rendu de l'ouvrage de Trotsky sur Lénine que je publierai dans le numéro 5 de la Révolution surréaliste. C'est lui qui, incontestablement, marque le premier pas, un pas décisif, vers une meilleure intelligence des idées et des idéaux dont la Révolution russe avait été la résultante.
Le 4 octobre dernier, à la fin d'un de ces après-midi tout à fait désœuvrés et très mornes, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. J'observais sans le vouloir des visages, des accoutrements, des allures. Allons, ce n'était pas encore ceux-là qu'on trouverait prêts à faire la révolution. Je venais de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une église. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme très pauvrement vêtue qui, elle aussi, me voit ou m'a vue. Elle va la tête haute, contrairement à tous les autres passants, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage. Le goût de l'aventure en tous les domaines était très loin de nous avoir quittés. Je parle de l'aventure dans le langage, aussi bien que de l'aventure dans la rue ou dans le rêve. Des ouvrages comme Le Paysan de Paris et Nadja rendent assez bien compte de ce climat mental où le goût d'errer est porté à ses extrêmes limites. Une quête ininterrompue s'y donne libre cours. Il s'agit de voir, de révéler ce qui se cache sous les apparences. La rencontre imprévue, qui tend toujours explicitement ou non à prendre les traits d'une femme, marque la culmination de cette quête. On est là sur la piste, ou plutôt à l'affût, de ce hasard objectif, selon les termes de Hegel, dont je ne cesserai d'épier les manifestations, non seulement dans Nadja, mais plus tard dans Les vases communicants et L'amour fou. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Le désespoir n'a pas d'aile, il ne se tient pas nécessairement à une table desservie sur une terrasse le soir au bord de la mer. C'est le désespoir et ce n'est pas le retour d'une quantité de petits faits comme des graines qui quittent à la nuit tombante un sillon pour un autre. Ce n'est pas la mousse sur une pierre ou le verre à boire. C'est un bateau criblé de neige, si vous voulez, comme les oiseaux qui tombent et leur sang n'a pas la moindre épaisseur. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Une forme très petite, délimitée par des bijoux de cheveux, c'est le désespoir. Un collier de perles pour lequel on ne saurait trouver de fermoir et dont l'existence ne tient pas même à un fil. Voilà le désespoir. Le reste, nous n'en parlons pas. Nous n'avons pas fini de désespérer si nous commençons. Moi, je désespère de l'abat-jour vers 4 heures. Je désespère de l'éventail vers minuit. Je désespère de la cigarette des condamnés. J'ai opté en amour pour la forme passionnelle et exclusive, tendant à prohiber à côté d'elle tout ce qui peut être mis au compte de l'accommodement, du caprice et de l'égarement à côté. Je sais que d'aventure, cette vue a pu paraître étroite et arbitrairement limitative. Et j'ai longtemps été en peine d'argumenter valablement pour la défendre quand il advenait qu'elle se heurtât à celle des sceptiques ou encore des libertins plus ou moins déclarés. Chose frappante, j'ai pu vérifier a posteriori que la plupart des querelles survenues dans le surréalisme et qui ont pris prétexte de divergences politiques ont été surdéterminées, non comme on l'a insinué par des questions de personnes, mais par un désaccord irréductible sur ce point. Que je vive encore longtemps ou non, je suis sûr que je ne m'en dédirai pas. La poésie se fait dans un lit comme l'amour. Ces draps d'effet sont l'aurore des choses. La poésie se fait dans les bois. Cela ne se crie pas sur les toits. Il est inconvenant de laisser la porte ouverte ou d'appeler des témoins. L'acte d'amour et l'acte de poésie sont incompatibles avec la lecture du journal à haute voix. La chambre au prestige, non monsieur, ce n'est pas la 8e chambre, ni les vapeurs de la chambrée un dimanche soir. L'étreinte poétique, comme l'étreinte de chair, tant qu'elle dure, défend tout échappé sur la misère du monde.
Son Excellence, le ministre de l'Intérieur vous demande au téléphone. Allô? Allô, c'est vous? La patrie peut vous être reconnaissante, canaille. Vous êtes seul le responsable et l'assassin. Mais vous m'avez compromis aussi, misérable. On n'a pu sauver aucun enfant. Des vieillards honorables, des femmes innocentes ont péri. C'est pour ça que tu me déranges? Qu'ils aillent au diable, tes mômes. Ruffian, canaille, ce n'est pas tout. Tu m'as entraîné avec toi, déshonoré avec toi. Assassin! Tu peux crever, je m'en contrefous. Eh bien, écoute mes dernières paroles. Entends-tu, assassin? Salaud! Les ponts sont alors coupés, aussi bien avec le monde littéraire qu'avec le conformisme policé, quelque forme insidieuse qu'il puisse prendre. Rien ne rend mieux compte de cette disposition d'esprit qu'un film comme L'Âge d'or de Buñuel et Dali. Qu'y a-t-il de respecté là, si ce n'est, comme toujours, l'amour sous son angle le plus charnel, la liberté prônée jusqu'au délire, le culte de ce qui peut entrer de pathétique dans certains instants de la vie. Je revois encore, c'était le matin du 4 décembre 1930. Le studio 28 où passait L'Âge d'or. Dans l'état où les manifestants de la veille au soir l'avaient laissé, l'écran souillé de taches d'encre, les fauteuils rageusement brisés, les tableaux surréalistes dont une exposition avait lieu dans la salle d'entrée, un à un lacérés à coups de couteau. Ces exploits étaient le fait de deux associations qui se proclamaient la Ligue des Patriotes et la Ligue anti-juive. On pouvait mesurer là des visus, la profondeur d'abîme qui nous séparait des bien-pensants ou prétendus tels. J'ai parlé d'un certain point sublime dans la montagne. Il ne fut jamais question de m'établir à demeure en ce point. Il eut d'ailleurs à partir de là cessé d'être sublime et juste moi, cessé d'être un homme. Faute de pouvoir raisonnablement m'y fixer, je ne m'en suis du moins jamais écartée jusqu'à le perdre de vue, jusqu'à ne plus pouvoir le montrer. J'avais choisi d'être ce guide. Je m'étais astreint en conséquence à ne pas démériter de la puissance qui, dans la direction de l'amour éternel, m'avait fait voir et accordé le privilège plus rare de faire voir. Je n'en ai jamais démérité. Je n'ai jamais cessé de ne faire qu'un de la chair de l'être que j'aime et de la neige des cimes au soleil levant. À mes yeux, aujourd'hui encore, les vases communicants marquent le point où j'ai réussi à dépasser, à surmonter certaines contradictions qui ont été, au départ, le principe de mon mouvement propre, aussi bien que certaines épreuves très agitantes de ma vie intime. Pour cela, il m'a donc fallu atteindre l'âge de 36 ans. Je ne suis pas de ceux qui aiment les livres pour les livres. Ce qui sauve pour moi celui-ci, et ce qui a décidé de son existence, c'est la découverte que j'ai cru faire et la description que j'ai tentée d'un tissu capillaire assurant l'échange constant qui doit se produire dans la pensée entre le monde extérieur et le monde intérieur. Échange qui nécessite l'interpénétration continue de l'activité de veille et de l'activité de sommeil. Il me semble toujours qu'à ce niveau auquel la réflexion humaine parviendra à se maintenir tôt ou tard, la vieille opposition entre matérialisme et idéalisme se vide de tout sens.
du temps que les surréalistes avaient raison, c'était, il faut bien le dire, l'écroulement des espoirs qu'envers et contre tout, durant des années, nous avions mis dans la conciliation des idées surréalistes et de l'action pratique sur le plan révolutionnaire. Je m'explique mal qu'aujourd'hui, tout ce qui peut subsister de conscience ne se cabre pas devant l'impudent défi, je ne dis pas seulement à tout sentiment de justice, mais encore au bon sens le plus élémentaire que la mise en scène de ces procès, aussi bien que les attendus des sentences constituaient. Je persiste à penser qu'on a laissé s'ouvrir là et appelé fatalement à s'envenimer la plaie la plus effroyable des temps modernes. On a accepté une fois pour toutes que la raison d'État fasse litière de l'innocence, de l'honneur, et même des titres exemplaires de certains hommes à la gratitude de tous les hommes. Je n'ai rien à reprendre à la protestation que j'ai élevée contre le sort fait aux anciens compagnons de Lénine et les accusations dénuées de toute crédibilité qui préparaient de longues mains le coup de piolet dans le crâne de Trotsky. Sans doute, les nouvelles générations ne ressentent-elles plus ce qui passait d'électrisant dans ce nom, Trotsky, longtemps chargé du plus haut potentiel révolutionnaire. Mais pour certains dont je suis, ce nom fait définitivement obstacle à tout ce qui pourrait me rallier à un régime qui n'a reculé devant aucun moyen pour l'abolir. On a fait grand usage dans le surréalisme de la sentence de Lautréamont. Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuelle. Mais il n'est plus question ici de prendre cette phrase seulement au figuré. Quel fut le fruit de vos rencontres avec Trotsky? Ce fut de parvenir avec lui à un accord touchant les conditions qui, du point de vue révolutionnaire, devaient être faites à l'art et à la poésie pour que ceux-ci participent de la lutte émancipatrice tout en restant entièrement libres de leur démarche propre. Cet accord s'exprime dans un texte publié sous le titre « Pour un art révolutionnaire indépendant », reproduit dans Documents surréalistes. Durant l'hiver de 1940, à Marseille, Victor Serge et moi sommes les hôtes du comité de secours américain aux intellectuels, avec les dirigeants duquel nous résidons dans une spacieuse villa de la périphérie, Air Belle. Nombreux, les surréalistes s'y retrouvent chaque jour et nous trompons du mieux que nous pouvons les angoisses de l'heure. Il vient là Belmer, Bronner, Char, Dominguez, Max Ernst, Herold, Hitkin, Lam, Masson, Perret, si bien qu'entre nous, une certaine activité de jeu reprend par moments le dessus. La guerre, celle-ci ou une autre, équivaut à l'éclipse de toutes les choses de l'esprit. Où la liberté m'est mesurée, je ne suis guère, et ma tentation est de passer très vite. Mais cette liberté, je dois dire que c'est moi qui me la mesurais, plutôt que le jeu des institutions américaines ne me la mesura. De la place qui m'était assignée par les circonstances, je me flatte de n'avoir pas trahi l'esprit de la résistance en France, en acceptant de porter chaque jour sur les ondes les messages de la voix de l'Amérique, ce qui n'allait pas sans grande servitude, du moins de ma part librement et délibérément accepté. À la fin de cet été 1944, où mes yeux s'ouvraient sur la côte de Gaspésie,
et son île Bonaventure au loin, les circonstances m'étaient propices pour opérer une reconnaissance aux confins de ces terres du désir, longtemps dévastées, mais brusquement admises à recouvrer leur sève, dont je n'avais jamais cessé de subir l'appel, même quand elle me paraissait le plus hors d'atteinte, la poésie, l'amour, la liberté. J'ai écrit l'ode à Charles Fourier au cours d'un voyage dans l'ouest des États-Unis qui m'a permis de séjourner au Nevada, en Arizona et au Nouveau-Mexique. J'ai pu y assouvir un de mes grands désirs de toujours, qui était d'approcher les Indiens, et entre tous les Indiens Pueblo, Hopi et Zuni, dont la mythologie et l'art me touchent spécialement. La vie intellectuelle qui allait renaître, libre de contraintes, on pouvait du moins l'espérer, il s'agissait de savoir quelle sensibilité rénovée, réinvestie de ses pouvoirs primitifs, était susceptible de la promouvoir. Je pense qu'il est bon, qu'il est salubre et qu'il est temps, même à la très petite échelle du surréalisme, que les hommes qui ont la chance d'avoir en commun, dans la plastique, une langue universelle, s'unissent pour manifester au grand jour leurs affinités. Il est souhaitable par ailleurs qu'ils ne s'en tiennent pas à cette affirmation platonique, mais qu'elle les engage à resserrer entre eux le seul pacte indivisible, qui est le pacte surréaliste. Ce pacte, je le rappelle, est triple. J'estime que la situation actuelle du monde ne permet plus d'établir de hiérarchie entre les impératifs qui le composent et qui doivent être menés de front. Aider, dans toute la mesure du possible, à la libération sociale de l'homme, travailler sans répit au désencroûtement intégral des mœurs, refaire l'entendement humain. J'ai le sentiment de ne pas avoir démérité des aspirations de ma jeunesse, et c'est déjà beaucoup à mes yeux. Ma vie aura été vouée à ce que je tenais pour beau et pour juste. Tout compte fait, j'ai vécu jusqu'à ce jour comme j'avais rêvé de vivre. Dans le combat que j'ai mené, je n'ai jamais manqué de compagnons tout aussi décidés que moi. Grâce à eux, je n'ai jamais été privé de chaleur humaine. Il est vrai que j'ai dû me séparer de certains d'entre eux qui m'étaient chers, que d'autres m'ont quitté, et qu'il en est dont le souvenir m'a longtemps poursuivi, dont le souvenir m'assaille encore à certaines heures. Et je ne cache pas que chaque fois, c'est une blessure qui se rouvre. Mais je crois qu'il le fallait, si l'on voulait sauver l'enjeu initial, et que rien ne pouvait être gagné qu'à ce prix. Et la partie a bien été gagnée dans une large mesure. Parlant en Amérique en 1942 aux étudiants de l'université de Yale,
Je faisais valoir que le surréalisme est né d'une affirmation de foi sans limite dans le génie de la jeunesse. Cette fois, pas un instant pour ma part, je ne l'ai renié. Chateaubriand dit superbement « Enfants de la Bretagne, les landes me plaisent. Leur fleur d'indigence est la seule qui ne se soit pas fanée à ma boutonnière. » Je participe aussi de ces landes. Elles m'ont souvent déchiré, mais j'aime cette lumière de feu follet qu'elles entretiennent dans mon cœur. Dans la mesure où cette lumière m'est parvenue, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour la transmettre. Je mets ma fierté à penser qu'elle n'est pas éteinte encore. À mes yeux, il y allait par là de mes chances de ne pas démériter de l'aventure humaine.